la peur du régime de Sassou est liée au fait que M. Gavé est en train de prendre un point important dans l'opposition congolaise. C'est un jeune qui n'a pas connu la conférence nationale, qui était très jeune quand il y a eu cette conférence nationale et qui apporte des idées nouvelles. Et en termes de leadership, c'est quelqu'un sur qui il faudra compter dans l'avenir. Et je crois que son arrestation est la preuve que le régime le craint. Monsieur Gavé souhaitait organiser, mettre en place une pétition pour libérer les opposants politiques au Congo-Brazzaville. Et il est arrêté parce qu'il veut mettre en place une pétition. Je trouve ça scandaleux, alors qu'il n'y a rien de plus démocratique. Je ne comprends pas la frilosité de ce pouvoir, parce que normalement, tout individu au Congo est capable de faire une pétition. Je pense qu'ils ont eu peur que cette pétition ait trop de signatures. Cela aurait montré que le général Mokoko est vraiment quelqu'un de très populaire dans le pays. Et comme on sait que c'est M. Mokoko qui a gagné les élections présidentielles de 2016, ben, écoutez, cette pétition aurait été un camouflet pour le régime et je pense qu'ils ont arrêté M. Gavé pour cette raison, histoire de l'intimider et de lui demander d'arrêter. Et je crois en ce jeune. J'ai vraiment une très grande foi en ce jeune, à sa fougue. Et il faut des jeunes comme ça au Congo. On aimerait avoir 5 millions de destins gavés. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ravi de vous retrouver pour ce numéro Droit de savoir qui portera sur la tribalité et sur l'actualité politique du Congo-Brazzaville. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau messieurs Kovalan Chibinda Kwangu. Vous êtes économiste, informaticien et personnalité politique du Congo-Brazzaville. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Comment allez-vous? Je vais très bien et je l'espère aussi pour vous. Oui, ça va, à part le froid qui revient. Le froid qui revient. Alors, Tout à fait. Monsieur Kovalin Tshibinda Kwangu, vous avez probablement suivi l'actualité congolaise, bien que vous êtes en France. L'actualité du Congo, c'est l'arrestation arbitraire de l'opposant politique Destin Gavé, président du mouvement républicain qui a été kidnappé le 2 décembre dernier par les agents des services de renseignement de Brazzaville. 6 jours après, on apprend aux dernières nouvelles qu'il a été relâché. Quelle leçon peut-on tirer finalement de cette dernière arrestation d'un opposant politique au Congo-Brazzaville après, bien entendu, il faut le rappeler, le général Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa qui croupissent encore en prison depuis bientôt 7 ans. Ah oui, bah écoutez, c'est d'abord le signe d'une grande frilosité de ce pouvoir. Monsieur Gavé souhaitait organiser, mettre en place une pétition pour libérer les opposants politiques au Congo-Brazzaville. Et il est arrêté parce qu'il veut mettre en place une pétition. Je trouve ça scandaleux, alors qu'il n'y a rien de plus démocratique. Je ne comprends pas la frilosité de ce pouvoir, parce que normalement, tout individu au Congo est capable de faire une pétition. Je pense qu'ils ont eu peur que cette pétition ait trop de signatures. Cela aurait montré que le général Mokoko est vraiment quelqu'un de très populaire dans le pays. Et comme on sait que c'est M. Mokoko qui a gagné les élections présidentielles de 2016, ben écoutez, cette pétition aurait été un camouflet pour le régime et je pense qu'ils ont arrêté M. Gavé pour cette raison, histoire de l'intimider et de lui demander d'arrêter. Mais l'idée de mettre en place une pétition était très très bonne et nous allons continuer. Je demande à Monsieur Sassou Nguesso d'arrêter avec ce type d'intimidation. Nous sommes en démocratie et Monsieur Gavé a le droit d'organiser ce type de pétition. Je peux aussi dire que euh,
la peur du régime de Sassou est liée au fait que M. Gavet est en train de prendre un point important dans l'opposition congolaise. C'est un jeune qui n'a pas connu la conférence nationale, qui était très jeune quand il y a eu cette conférence nationale et qui apporte des idées nouvelles. Et en termes de leadership, c'est quelqu'un sur qui il faudra compter dans l'avenir. Et je crois que son arrestation est la preuve que le régime le craint. Et nous avertissons M. Sassou, attention, ne touchez pas à M. Gavet. Nous avons déjà fait un gros travail puisque nous avons écrit aux autorités françaises et à la communauté internationale pour demander la libération des prisonniers politiques. Et souvent, la communauté internationale nous dit, mais oui, c'est quand même calme au Congo. L'arrestation de M. Gavet prouve que ce n'est pas si calme que ça, et ça nous donne raison, nous qui nous battons à l'extérieur, pour dénoncer, ça nous donne raison vis-à-vis de la communauté internationale. Est-ce que d'un autre côté, on peut penser que Destin Gavet a été arrêté parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais avec d'autres termes, qu'il a finalement brisé le statu quo au Congo-Brazzaville où on a à un moment donné cru qu'il n'y avait plus des opposants, l'opposition n'existait plus et que lui, évidemment, cette jeunesse avec cette fougue qui vient avec d'autres stratégies, est venu finalement briser ce statu quo et ce qui n'a pas plu probablement au dictateur. Alors, je ne sais pas, avez-vous regardé sa réaction lorsque, à la déclaration de M. Sassou Nguesso, le 28 novembre 2022, ça a été une réaction d'une très grande justesse. J'ai trouvé la réaction de Destin Gavet très, très juste, car il dénonçait les incohérences de M. Sassou Nguesso, qui nous a fait un discours tellement beau où il nous parlait de corruption, alors que le Congo est l'un des pays les plus corrompus au monde. Monsieur Sassou nous a parlé d'amélioration de la situation congolaise, alors que le pays est en train de s'enfoncer avec 120% de dette extérieure. Et donc là, vous avez un jeune qui vient remettre les pendules à l'heure. Je pense qu'il a rompu, comme vous le dites si bien, le statu quo, puisque l'opposition congolaise locale, ses aînés, ne faisaient pas grand-chose depuis un moment. Et je pense que Destin Gavet doit continuer, doit prendre ses responsabilités. Il fait partie de la nouvelle génération qui pourra demain apporter quelque chose de grand au pays. Mais la lecture que je peux faire sur le discours du président de la République sur l'état de la nation, c'est que ce sont des redites. Nous avons comme l'impression que le président de la République est déconnecté de la réalité des Congolais parce qu'il cesse de répéter sa phrase fétiche. Mais nous nous rappelons tous que cette phrase date déjà de 1980. Le même président Denis Sassou Nguesso l'avait déjà prononcée. Et aujourd'hui, nous sommes à 42 ans plus tard, il a toujours le même discours. Alors qu'en 1980, il avait dit que le Congo va devenir un pays qui va atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2000. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2022. Ce discours-là est devenu vieux. Et nous appelons ça des slogans. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous qu'au Congo, il y a tellement d'argent qui a été déboursé pour l'agriculture. Et nous avons vu que les résultats ont été très médiocres. Le Congo aujourd'hui importe jusqu'à 700 milliards de francs CFA en produits de première nécessité, en produits agricoles et alimentaires. Alors que nous avons un pays suffisamment riche, nous avons 10 millions de terres arables que nous pouvons cultiver de l'agriculture. Donc le constat, c'est que le président est déconnecté de la réalité. Il ne connaît pas ce que vivent les Congolais au quotidien. Et c'est vraiment triste de voir un président de la République qui n'a pas la maîtrise de la souffrance de son peuple. Et je crois en ce jeune. J'ai vraiment une très grande foi en ce jeune, à sa fougue. Et il faut des jeunes comme ça au Congo. On aimerait avoir 5 millions de Destin Gavet sur place. Vous aimeriez avoir 5 millions de destins gavés, évidemment. Alors, certaines indiscrétions nous disent, parce qu'évidemment, nous l'avions appris, que finalement, Denis Sassou Nguesso l'a dit, hein, devant famille, bien sûr, de Mokoko, que le général Jean-Marie Michel Mokoko était son prisonnier personnel. Le fait d'avoir mis le doigt là-dessus, est-ce qu'on peut penser que c'est ce qui a finalement suscité le courroux du dictateur?
Oui, je le pense et surtout, je vous dis, hein, une pétition au Congo, ça allait être une grande première au niveau national, organiser une pétition. On voit ici que vous avez affaire à un jeune qui utilise de nouvelles techniques de communication, qui ne reste pas sur les conférences de presse comme les anciens, mais qui utilise le numérique pour également s'exprimer. Et donc, je pense que le régime a eu peur que cette pétition ait 5 millions de signataires, parce que je suis convaincu que cette pétition aurait vraiment apporté du changement et aurait montré à l'opinion internationale que M. Mokoko est vraiment populaire dans le pays. Et c'est ça qui fait que le régime ait peur. Donc, monsieur a peur que son prisonnier personnel soit encensé au niveau international et au niveau national. Mais les Congolais ne sont pas dupes. Monsieur Mokoko est une grande personnalité congolaise. D'ailleurs, je demande à Monsieur Sassou de se calmer, qu'il ne touche à aucun cheveu de ce monsieur. Parce que nous avons l'inquiétude, nous avons peur qu'il fasse comme avec M. Tsuru, mais nous avertissons M. Sassou Nguesso, attention à M. Mokoko, c'est un élu du peuple. Si vous touchez à un de ses cheveux, il y aura de très graves répercussions. Il y a un autre fait qu'il faut peut-être analyser parce que d'un côté, et vous l'avez suivi bien sûr, hein, je crois il y a encore 3 semaines ou sinon un mois de cela, une délégation est partie du Congo-Brazzaville, conduite par Jean-Dominique Okemba et Philippe Obara. Ils se sont rendus en France où ils ont rencontré quelques Congolais vivant en France, bien entendu, mais on va parler des consultations informelles. Et l'idée principale, c'était de préparer, de faire des consultations en vue d'un dialogue politique au Congo-Brazzaville. Et les échéances qui avaient été annoncées, c'est bien décembre, nous y sommes déjà. D'un côté, on parle du dialogue, et de l'autre, finalement, tout le monde a été surpris qu'on arrête encore un opposant politique. Comment interpréter ce paradoxe? Ah, c'est très simple, hein. Ils sont venus parce qu'ils sont très embêtés par les combattants. Il faut rendre un hommage vibrant aux combattants. Ils ont fait vraiment un travail extraordinaire ces dernières années. Ils ont combattu le régime, ils ont rendu le séjour des dirigeants congolais qui venaient en France désagréable. Et je pense que le régime a décidé d'envoyer des services secrets. D'ailleurs, c'est très étonnant que ce soit les services secrets qui viennent pour cette rencontre, pour essayer de casser la dynamique des combattants. Ça, c'est au niveau inférieur. Ensuite, il y a eu une deuxième stratégie au niveau supérieur pour toucher on va dire, les résistants ou les opposants intellectuels. C'est la démarche qui a été donnée à M. Moudilou. Tout ça, c'est pour montrer qu'en fait, le régime a peur de la diaspora. Parce que le régime a réussi à casser la dynamique de l'opposition intérieure et elle sait que seule la diaspora peut amener une nouvelle vision du Congo, amener même une alternative au Congo. Et donc, il faut casser cette diaspora. Il faut commencer par les combattants et ensuite casser la diaspora intellectuelle qui, elle, peut demain arriver au pouvoir. Donc, je n'ai jamais été convaincu par les dialogues de M. Sassou Nguesso avec l'opposition intérieure qu'elle a créée elle-même, puisque c'est elle qui donne les droits, le droit d'être opposant ou pas. Elle n'a jamais respecté ses propres textes. Donc, ce n'est pas avec l'opposition liée à la diaspora ou aux combattants ou avec nous que cela sera possible. Ceux qui sont intéressés par l'attitude ou par les propositions de M. Obara ou de M. Okemba vont y aller. Mais nous, nous qui sommes les garants de la démocratie, nous qui voulons l'instauration d'une véritable démocratie au Congo, ces pourparlers ne nous intéressent pas. D'ailleurs, si c'était sérieux, ce n'est pas les services secrets qu'on enverrait en France. On enverrait, au Congo, il y a un ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Donc, on voit bien que tout ça, c'est pour casser une dynamique, c'est pour casser la diaspora
qui reste le seul lieu qui fait peur au régime clanique tribal de Brazzaville. Alors, Monsieur Kovalachi Bindakwangou, si dialogue pouvait y avoir, sous quelles conditions aimeriez-vous que cela se déroule? Ben, la première condition, c'est la libération des prisonniers politiques. On libère M. Mokoko, M. Okombi Salissa. Ensuite, on ouvre un véritable dialogue. Et ce dialogue ne peut pas être initié sans la libération de M. Mokoko, sans la libération de M. Okombi Salissa. Je pense que c'est vraiment la première condition. On sentira que ce régime veut dialoguer lorsque les prisonniers politiques seront libérés. En tout cas, merci, Monsieur Kovalachi Bindakwangou. Je rappelle que vous êtes informaticien, économiste et personnalité politique du Congo-Brazzaville. On va passer donc à notre deuxième volet de cette émission, la tribalité. Dans un premier temps, est-ce que on peut nous rappeler ce que revêt ce concept tribalité et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ah, alors la tribalité, je l'ai présentée au cours de 2 débats que j'ai organisés à l'Assemblée nationale française en 2010 et en 2011. Et j'ai écrit un livre blanc sur la tribalité, dans lequel on trouve une forme des institutions, des constitutions compatibles avec notre sociologie. On ne peut pas expliquer la tribalité si déjà on ne définit pas le tribalisme. Déjà, je vais vous dire qu'en 60 ans d'indépendance, Monsieur Christian Perrin, il y a eu près de 30 millions d'Africains qui sont morts à cause du tribalisme. Plus de 30 millions. Si vous prenez seulement dans les années, on va dire dans les années 60, vous avez la guerre du Biafra. Près de 2 millions d'Igbos sont morts. Si vous prenez dans les années 80, il y a eu des problèmes ethniques au Zimbabwe entre les Dembélé et les Shona. Près de 20 000 morts. Au Congo-Brazzaville, 1997, coup d'État de Sassou Nguesso. Les spécialistes nous parlent de 100 000 à 200 000 morts. Si vous prenez, on va vous dire, la situation au Mali. Et vous pensez qu'au Congo, par exemple, ça a été un conflit ethnique, c'est ça? N'est-ce pas un coup d'État? C'est un coup d'État, mais lié à une problématique ethnique, puisque M. Sassou Nguesso, après la guerre, a même fait un discours où il a dit à ses partisans, si je tombe à 11 heures, à midi, vous serez massacrés par les Bakou. Donc, est-ce que ce n'est pas là une instrumentalisation, juste une récupération? Vous croyez au tribalisme au Congo-Brazzaville? il y a oui, il y a du tribalisme au Congo-Brazzaville. Là, je vous parlais juste là, on est au Congo-Brazzaville, mais si vous prenez la situation africaine, elle est pire. Vous allez au Mali, actuellement, vous avez une problématique entre les Peuls et les Dogons. Si vous allez en Guinée, Conakry, actuellement, vous avez également des problèmes ethniques entre les Peuls et certaines autres ethnies du pays. Donc, oui, mais moi je veux qu'on revienne, qu'on parle un peu beaucoup plus du Congo-Brazzaville, parce que quelqu'un me disait que le tribalisme au Congo, c'est en fait une manipulation politique. Non, les Congolais sont souvent, quand on met un peu les politiciens à côté, les Congolais sont à même de vivre ensemble, dans leur diversité ethnique. D'accord. Je voulais parce que il me démontrait d'ailleurs, vous ne trouverez jamais une famille au Congo où il n'y a pas un mixage, où il n'y a pas de métissage. Ça n'existe pas. D'accord. Donc, on va essayer d'être pédagogue sur cette question. Je vous ai d'abord défini le tribalisme. Je vous disais qu'en Afrique, il y a eu près de 30 millions de personnes depuis nos indépendances qui ont été tuées à la suite de conflits ethniques. Au Congo, puisque vous voulez parler de la situation du Congo, au Congo, nous avons des contentieux historiques qui sont des contentieux ethniques. En 1959, je pense que vous avez appris qu'il y a eu une guerre en janvier-février 1959
qui a opposé les Congos au Ngala et cette guerre nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Deuxièmement, je réponds à votre question sur les familles. Je vous rappelle que le tribalisme ne peut pas être mesuré par les mélanges familiaux. Parce que dans le cas, par exemple, du Rwanda, je peux vous dire qu'il y avait des Hutus qui avaient épousé des Tutsis ou des Tutsis qui avaient épousé des Hutus. Mais malgré cela, on a bien eu des guerres ethniques. Au Congo, c'est pareil. Oui, instrumentalisé par les politiciens. En fait, c'est Oui, ce que je voulais dire. Alors, vous parlez d'instrumentalisation. Moi, je ne parle pas d'instrumentalisation car je considère que la tribu est une donnée sociale. C'est une réalité sociologique. On a demandé aux Congolais en 1992 de voter. Je ne sais pas si vous étiez aux élections de 1992, qui sont d'ailleurs les seules véritables élections qui se sont déroulées au Congo. Vous avez bien vu que le vote, il était ethnique. Monsieur Kolela, il a eu 20% de voix. Ce sont les voix qui sont venues du pool, qui sont venues des Congolari. Monsieur Sassou Nguesso a eu 17% de voix. Ce sont majoritairement les voix qui sont venues de son groupe ethno-linguistique. Monsieur Tister Tikaya, qui a fait 5%, ses voix sont venues des Vili, des Yombe, Lumbu, du Kwilu. Donc, attention à ceux qui disent, oui, tout ça, ce n'est que de l'instrumentalisation. Mais lorsque vous dites au peuple, allez choisir vos dirigeants, ils ne choisissent pas en fonction de la gauche ou de la droite ou en fonction d'une idéologie, ils les choisissent leurs dirigeants en fonction de la tribu. Et ça, c'est une réalité sociologique qu'il ne faut pas négliger. Oui, mais pendant que vous citez Denis Sassou Nguesso, Tister Tikaya, Bernard Kolela, vous n'avez pas cité Pascal Lissouba qui a bénéficié des voix tant de la partie septentrionale que de la partie du sud au Congo-Brazzaville. D'accord, mais on ne va pas oublier Pascal Lissouba, puisque Pascal Lissouba a créé un nouveau concept ou a mis en place un nouveau concept qui est le Niboland, c'est-à-dire Nyari, Bwenza, Lekumu. Toutes ces contrées se sont unies pour lui apporter les voix, alors que lui est d'une ethnie minoritaire. Mais il faisait bien, monsieur Pascal Lissouba est bien du Nyari. Donc, attention à ceux qui disent qu'on instrumentalise. Non, on n'instrumentalise pas. La tribu est une donnée sociale dans les sociétés africaines. Et ça, il faut accepter cette réalité. Il ne faut pas la nier. On ne va jamais construire nos pays en niant la tribu. Il faut l'accepter comme une donnée et ensuite, à partir de cette donnée, on va pouvoir maintenant construire les États africains. Donc, soyons pédagogues. Le tribalisme emmène de la haine. Le tribalisme emmène des guerres entre les tribus. Qu'est-ce que la tribalité peut apporter? Qu'est-ce que la tribalité? Je veux vous dire, pourquoi il y a du tribalisme? Il y a du tribalisme d'abord pour des raisons historiques. La traite négrière. La colonisation a fait que les Européens ont amené des divisions à l'intérieur de nos États. Parce que dans l'Afrique post-coloniale, nous, on a déjà expérimenté le fait de vivre avec plusieurs tribus. Dans le royaume Congo, vous avez plusieurs tribus. Dans le royaume mandingue, chez Sundiata Keita, vous avez également plusieurs tribus. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Comment on faisait avant pour que nos sociétés soient si pacifiques et si agréables à vivre? Je vous rappelle que tous les Européens qui venaient à l'époque en Afrique ont témoigné de la sérénité, de la paix qui existait dans nos sociétés. Pourquoi on n'arrive pas à reproduire ça aujourd'hui? C'est tout simplement… Oui, mais voilà la question qui s'impose, c'est de savoir à quel moment le tribalisme, par exemple, vient affecter ces relations qui étaient des bonnes relations, vous l'avez dit, les gens vivaient dans un groupe fait de diverses ethnies. Tout à fait. Mais qu'après, on commence à parler de tribalisme, qui est une idéologie en fait. Oui,
D'abord, le tribalisme, on va dire que la conséquence du tribalisme, c'est notre rencontre avec l'Occident. Je vais vous lire une petite phrase de Lyautey, qui était un colonialiste. Hein. Il disait, s'il y a des mœurs et des coutumes à respecter chez nos colonisés, il y a également des haines et des rivalités qu'il faut démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres et en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les autres. Oui, mais c'est là que voilà pourquoi je parlais de l'instrumentalisation. C'est à ce oui, niveau que ça commence, en fait. Tout à fait. Ça commence avec l'arrivée des Européens qui veulent diviser les sociétés africaines et ça a mené le tribalisme. Je vais vous dire, par exemple, le système politique occidental. Il est basé sur la confrontation. Celui qui a 51% de voix a gagné l'élection. Et on appelle ça démocratie. On s'affronte, j'ai 51% de voix et j'ai gagné. Celui qui a 49% a perdu. Ce n'est pas comme ça que fonctionnaient nos sociétés, Monsieur Perrin. Nos sociétés ont toujours fonctionné sur la base du consensus. Et c'est ça la clé de tout. Par les divisions qu'ont apporté les colonisés, les colonialistes, nous sommes devenus des tribalistes. Il y a maintenant du tribalisme à l'intérieur de nos sociétés, alors que nos rois, eux, avaient réussi à mettre en place un système ingénieux qui permettait à toutes les tribus de vivre ensemble. Et ce système ingénieux que les rois avaient mis, ça s'appelle la tribalité. La tribalité, c'est le principe. Alors, Monsieur Kovala Tshibinda Kwangu, comment est-ce Oui. que la tribalité peut apporter une solution à cet aspect, à ce problème de tribalisme au Congo-Brazzaville? Je préfère rester au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville. Je vous dis d'abord que le tribalisme, c'est le cancer. D'accord? Lorsque vous avez une maladie, il faut la soigner. Et donc, on va soigner le tribalisme par le principe actif de la tribalité en nous basant non pas sur ce que les Européens nous ont emmené, mais sur notre propre culture. Et donc, la tribalité, elle va permettre le partage entre les différentes tribus à l'intérieur du territoire. La tribalité, elle va permettre de réguler les rapports sociaux, les rapports politiques, les rapports économiques, les rapports religieux entre toutes les tribus qui existent à l'intérieur des 342 000 km². Comment on va pouvoir le faire? On va revenir encore au passé, puisque c'est dans le passé que nous devons retrouver les ferments de notre unité, non pas dans la colonisation, dans les valeurs qui nous ont été emmenées par la colonisation. Et dans ce passé, qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve un système ingénieux qu'on appelle le Kimuntu. C'est quoi le Kimuntu? Le Kimuntu, c'est une vision africaine, c'est un peu ce qu'on appelait en Égypte la mat. C'est une vision africaine qui fait passer l'autre avant soi. Et dans ce Kimuntu, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le respect de la dignité humaine. Vous avez le respect des aînés, le respect des anciens, le respect des biens d'autrui. Dans le Kimuntu, on ne vole pas. Le respect de la parole donnée. Aujourd'hui, vous avez des dirigeants africains, ils vous donnent leur parole. Je ne me présenterai pas dans 5 ans et cette parole est bafouée. Dans notre tribalité, on respecte la parole donnée. Dans notre tribalité, on respecte les lois de la vie. Et c'est ça. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'il faut faire un retour aux sources, c'est ça, un retour aux valeurs ancestrales. Est-ce que vous avez connu Monsieur Oumniobé, ce grand, on va dire, ce grand indépendantiste camerounais, tué par les réseaux de la France-Afrique, hein, tous ces grands leaders africains que nous avons perdus. Vous savez ce qu'il disait? Il disait, nous ne sommes pas des détribaliseurs. Nous reconnaissons la valeur historique des ethnies de notre peuple. C'est la source même d'où jaillira la modernisation de notre culture nationale. Monsieur Oumniobé. Nous ne sommes pas des détribaliseurs,
nous reconnaissons la valeur historique des ethnies de notre peuple et c'est la source même d'où jaillira la modernisation de la culture nationale. Et moi, je me Oui, retrouve oui, dans monsieur cette Kovala, pensée. Tchibinda, évidemment, nous Oui. sommes là encore sur les théories, c'est bien, mais moi, je veux Ah non, comprendre un peu, ah oui, non, je veux comprendre concrètement, non, concrètement. nous ne sommes pas dans la Permettez théorie. que je termine, monsieur Kovala. Je veux Oui, comprendre concrètement comment ça oui. fonctionne, comment Comment? fonctionne la tribalité et comment elle peut Ah, fonctionner au Congo-Brazzaville. bon, mais Est-ce elle qu'on peut peut être un fonctionner. peu beaucoup plus Elle, pragmatique? oui, Comment bon. ça fonctionne? On, là, je vous ai parlé de la doctrine. Maintenant, on va passer aux réalités, à notre Oui. réalité. Premièrement, nous, qui ne sommes pas des détribaliseurs comme Oumniobé, nous considérons que la tribu est une donnée sociale. Donc, il faut la considérer comme telle. Ce qui veut donc dire que le Congo, puisque la tribu est une donnée sociale, le Congo a donc 75 ethnies, mais 75 tribus. Ces 75 tribus sont en réalité des nations. Est-ce que vous me suivez? Tout Ces à fait, oui. 75 tribus, donc on peut dire qu'au Congo, il y a 75 nations. Puisque ces 75 nations, puisqu'à l'intérieur du Congo, il y a 75 nations, il faut donc trouver le moyen de faire vivre ces différentes nations. Pour faire vivre ces différentes nations, vous avez plusieurs politiques possibles, parmi lesquelles la décentralisation ou le fédéralisme. Si on va au fédéralisme, ce qui veut donc dire que chaque État ou chaque nation liée à notre pays doivent avoir une autonomie de gestion. D'accord? Là, Parlons, je suis restons un pratique. peu sur le fédéralisme, comme vous Oui. l'avez dit. Avec quelle configuration? Restons Alors, toujours au Congo. Quelle configuration? je disais qu'il y avait Lesquelles 60. vont constituer quelle nation? Lesquelles Alors, autres seront de quel côté, etc. on est toujours. Le rôle de l'intellectuel, c'est toujours de théoriser et ensuite de mettre en pratique. Nous avons théorisé la Mais nous sommes doctrine. tenus, mais nous sommes Voilà. aussi tenus par le temps. Malheureusement, c'est Je suis tout à à fait la d'accord. télé, le temps, c'est le temps, donc il nous faut Je suis gérer aussi d'accord le avec temps. vous. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que ce type de sujet, on ne peut pas le traiter de manière rapide parce que ça demande. Moi, j'ai organisé des conférences où vraiment vous restez toute une journée avec des experts, des anthropologues qui viennent vous expliquer. Dans le cas du Congo, vous avez 75 nations. Et dans ces 75 nations, il y a 3 groupes ethno-linguistiques. Il y a les Congos, il y a les Teke et les Ngala. Donc, vous avez 3 groupes ethno-linguistiques qui peuvent même être les 3 fédérations. Et à partir de ces 3 fédérations, on pourrait mettre en place des institutions. Alors, quelles peuvent être les institutions? Alors là, si vous lisez le livre blanc sur la tribalité que j'ai mis en place, il y a beaucoup de constitutions avec plusieurs propositions. Mais je peux vous donner quelques-unes. Par exemple, je pense qu'il faut mettre en place au Congo-Brazzaville l'Assemblée des clans. Ça fait partie de notre tribalité. On a des clans dans notre pays. Il faut mettre en place également l'Assemblée des différentes tribus qui vont accompagner l'Assemblée des partis politiques. Donc, il faut mettre en place des institutions. Par exemple, le président de la République, il ne doit plus être élu au suffrage universel, il doit être élu Lorsque par vous parlez, l'Assemblée des Monsieur clans. Kovalan Chibinda Kwangu, lorsque vous parlez des assemblées des tribus, Oui, est-ce pour dire que chaque tribu devrait avoir son assemblée? ben oui, puisqu'on est dans le fédéralisme. Donc, dans le Chaque, cas du Congo, 75 oui, assemblées. dans le cas du Congo, ça pourrait être 75 assemblées en fonction du poids des tribalités, mais ça pourrait être aussi des regroupements, puisque je vous ai dit qu'à l'intérieur du Congo-Brazzaville, vous avez 3 zones ethno-linguistiques. Donc, on pourrait avoir une sphère Congo, une sphère Teke et une sphère Ngala. À partir de là, on pourrait mettre en place des assemblées des clans, puisque à l'intérieur, en dessous des fameuses tribus, vous avez des clans. Donc, il faut revenir à notre tribalité. C'est ça la tribalité. Hein. C'est revenir à comment on gérait nos nations pour assurer l'harmonie et l'équilibre. Et je peux vous dire que Évidemment, dans la... moi c'est ce que je veux comprendre avec vous, Monsieur Kovala. Lorsque vous dites tribu,
clans. Oui. OK. De quoi est composé le Congo? Vous avez dit tout à l'heure de 75 tribus. La différence, 75 c'est tribus quoi qui sont lorsqu'on des les nations. regroupe, par exemple, en termes d'un groupe Ngala, groupe Congo, etc. Un groupe La Téké. différence, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que ça va fonctionner de la même manière qu'au niveau macro, non? Pourquoi La vous différence, ce voyez, sera quoi? ben, Pourquoi ne vous pas avez trois. rassembler les Congolais tels qu'ils sont aujourd'hui Ben, constitués, de leurs ben, 75, vous avez dit, oui, 75 tribus, les oui, organiser comme tels, oui, que de les scinder en ces trois groupes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. mais ils sont La déjà différence, scindés. c'est quoi là? Qu'est-ce qui va changer dans tout ça? D'abord, vous devez savoir que nous sommes déjà scindés. Parce qu'il faut regarder l'histoire du pays. Vous avez M. Noumazalaï qui nous a posé une très belle question. Dans un Congo, avec un Nord minoritaire, comment un fils du Nord peut arriver au pouvoir? On Oui, a tous balayé cette question depuis 60 ans. Nous n'avons pas répondu à Noumazalaï jusqu'à ce jour. Le problème, c'est qu'il y a eu une réponse de leur côté. Le pouvoir est au bout du fusil. Il faut trouver les moyens de rétablir un équilibre pour que chaque zone ethno-linguistique soit capable d'arriver aux affaires de manière cohérente. Si aujourd'hui il y a des putschs, si le président Sassou a fait un putsch en 1997, c'est parce qu'il avait la conviction que compte tenu des contingences ethniques, il ne pouvait pas être élu. Si on a eu 200 000 morts au Congo-Brazzaville, c'est parce que M. Sassou Nguesso savait qu'il ne pouvait pas être élu. Il faut donc trouver des institutions basées sur le consensus pour régler la problématique du pouvoir au Congo-Brazzaville. Et c'est ça la clé, M. oui, mais dans le Christian pouvoir Perrin. de Denis Sassou Nguesso, il y a un autre aspect qui doit entrer en compte. Sassou n'est pas président parce qu'il pense satisfaire sa tribu. Je peux me tromper, mais c'est un point de vue. Je ne le vois pas d'ailleurs servir sa tribu depuis qu'il est là 40 ans. Nous voyons ce qui se passe, même dans son entourage. Je ne sais pas si dernièrement vous avez vu les inondations où, je crois, le HCR est même allé au secours des populations. Donc, je ne pense pas que Sassou Nguesso soit là en train de servir sa tribu. Je Je ne pense pense, pas. C'est mon point de vue et c'est c'est votre point. discutable. Par Alors, contre, par monsieur contre, Christian, je voulais oui. dégager cet aspect qui est très Ah, j'aimerais important. répondre Moi, j'ai toujours à pensé, ce que Monsieur vous venez Kovala, de s'il vous dire. plaît, Oui, je vais finir, Monsieur Kovala. J'ai toujours pensé que Denis Sassou Nguesso est un préfet de la France-Afrique et oui, qui a été installé et qui est toujours installé par la France pour oui. servir les intérêts français et non les intérêts ethniques. Je peux me tromper, mais je Ah. pense que c'est cela. Quand on a vu les choses de cette manière, on peut Ah, trouver d'autres solutions. Comment rassembler les Congolais pour l'intérêt du Congo et non des ethnies? ah, Qu'est-ce que vous en pensez? bon, de toute façon, euh, tant que les Congolais vont nier l'aspect ethnique, nous allons aller de revanchisme en revanchisme. D'accord? Vous avez Oui. le général Nyangambwala qui a dit qu'il pense déjà à l'avenir d'Emboshi. Oui, mais ça peut être, ce sont des Bon, fantasmes, il faut appeler ça comme ça. non, Parce qu'on ne peut pas prendre ce que dit mais, Nyangambwala, ce que dit Noumazalaï, et en faire oui, finalement, voilà, ce ne une sont, affaire à régler, mais ça, c'est mais leur point de non, vue. Monsieur Perrin, Oui, ce que disent Monsieur Noumazala oui, sur le fait qu'il soit minoritaire ethniquement, ou encore ce que dit Monsieur Nyangambwala, est une réalité qu'il faut intégrer dans notre vision nationale pour mettre en place l'harmonie à l'intérieur du Congo-Brazzaville. Tant que nous allons nier l'ethnie, nous ne comprenons rien à ce qui se passe. D'ailleurs, je discute de temps en temps avec quelques responsables européens et une fois, il m'a été dit, vous les Congos, vous êtes trop nationalistes. Les fameux Européens qui ont installé M. Sassou Nguesso, ils savent très très bien, ils maîtrisent très très bien les aspects ethniques du Congo. Nous qui sommes les Congolais, nous devons tenir compte de ces aspects ethniques car
Il y a trop de sang qui a coulé à l'intérieur de ce pays pour négliger cet aspect ethnique. Je vous rappelle que M. Okemba, responsable des services secrets congolais, a dit dans une déclaration qu'ils avaient tellement tué dans le pool et que le ciel n'était pas tombé. On est là Bon, mais dans... moi, on va continuer, Monsieur Kovala, On parce est que là dans des moi, j'ai problèmes, l'impression on que est là dans vous des vous problèmes très, accrochez, très graves. pardon, Monsieur Kovala Tshibinda, Oui, vous vous accrochez sur des théories développées par certaines personnes. Par exemple, là, vous nous parlez de ces, ben oui, voilà, ces Occidentaux qui vous disent, nous connaissons très bien les réalités ethniques en Afrique, alors oui. que nous également, dans nos traditions, dans nos civilisations, nous avons les parents qui maîtrisent beaucoup mieux nos tribus et qui ont fait que ces tribus vivent ensemble au Congo-Brazzaville. Parce qu'il ne faut pas toujours aussi penser que la vérité, c'est ce que disent les autres et non ce que Bon, disent nos propres personnes. Moi, je alors, reviens là-dessus. Ah, moi, je revenons au voulais que vous me démontriez Congo-Brazzaville. plutôt, Monsieur Kovala, Revenons au c'est la question que Congo-Brazzaville. je veux vous poser et vous allez Oui, répondre peut-être à ma question. Ma question, c'est de savoir, oui, est-ce que vous pouvez me démontrer oui. comment Denis Sassou Nguesso travaille pour son ethnie? Alors là, je suis même très étonné par votre question. Oui. D'accord? Ce que vous devez savoir, c'est que travailler pour son ethnie, ce n'est pas lui amener des écoles. Travailler pour son ethnie, ce n'est pas lui emmener des routes. Je pense que vous étiez jeune comme moi lorsque, dans les années 70, le président Pascal Lissouba parlait de la tribu classe. C'est quoi la tribu classe? Lorsque un des miens est au pouvoir, je préfère l'avoir au pouvoir, le garder au pouvoir, même si je suis pauvre. Vous avez connu ça aussi, même sous Lissouba. Hein? Vous avez la maman qui vendait ses arachides au marché, qui chantait Lissouba. Autrement dit, on a un sentiment d'appropriation de ce pouvoir. Donc, vous voyez ça en termes de réalisation, de route, mais une partie des partisans de Sassou, même s'ils ont faim, se sentent rassurés de l'avoir à la tête de l'État. Comme une partie des gens qui ont proche de Lissouba se sentaient proches quand il était aux affaires, de le voir aux affaires malgré leurs difficultés sociales. Et c'est Oui, mais ça la évidemment, tribu. qu'est-ce que cela apporte, par exemple, pour le Congo? Qu'est-ce que cela peut apporter pour le Congo? Et c'est N'est-ce ça pas le que c'est un cancer. problème de... Non, moi, j'allais parler plutôt de la conscientisation. Il y a un problème de conscientisation. Voilà pourquoi, dès le départ, je disais, il y a aussi la possibilité, et c'est une démarche hein, discutable. On peut Oui, rassembler les Congolais, on peut conscientiser les Congolais au point oui. de les amener à vivre ensemble. Tout Vous est voulez les question détruire. d'institutions fortes. Une fois que les institutions fortes sont installées, la conscientisation va suivre et le monde pourra vivre ensemble. Moi, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Oui, Or, vous êtes en train de privilégier la oui, tribalité qui, selon vous, il faut repartir vers les sources, bien entendu, tout à tout en fait. disséquant le Congo, vous l'avez dit tout à l'heure, en trois grands groupes ethniques. Oui. Est-ce qu'il est vraiment plus facile de procéder comme tel ou de rassembler les Congolais pour aller vers une vraie nation? Bon, Qu'est-ce qui vous paraît beaucoup plus difficile? alors d'abord, je réponds. Vous avez parlé d'institutions fortes. C'est Oui, quoi les institutions fortes? Ce sont des institutions pérennes qui peuvent rester même là 200 ans, 300 ans, sans bouger. D'accord? Vous m'avez parlé de l'État. L'État congolais, là, nous sommes du Congo-Brazzaville. Il y a 2000 ans, on n'existait pas, le Congo-Brazzaville. C'est un État de 60 ans. Mais je suis convaincu que votre tribu a plus de 1000 ans. D'accord? Donc, ce que je peux vous dire, c'est que vous devez revenir à vous-même pour retrouver vos forces. J'aime bien l'exemple de Omotunde qui vient de nous quitter, d'ailleurs, paix à son âme. Omotunde nous parle du cocotier qui est au bord de la plage. Et lorsqu'il y a des vents de 260 km/h, le cocotier ne tombe pas. Vous savez pourquoi?
Parce qu'il a bien ses racines. Parce qu'il a bien ses racines. Et donc, il appartient, nous aussi, les Africains, si on ne veut plus être courbés par les vents venus de l'extérieur pour nous détruire, nous devons retrouver le chemin de nos racines. Et les chemins de nos racines se trouvent dans la tribalité. Le chemin de nos racines se trouve dans ce qu'il y avait de plus profond en nous, dans la mate, dans le kimuntu. C'est là qu'il faut retrouver les ferments d'un vivre ensemble entre tous les Congolais. Tant que nous allons mimer, nous allons copier les constitutions qui viennent de la France ou d'autres pays, ces constitutions ne seront jamais compatibles avec nos réalités sociologiques. Parce que chez nous, nous sommes dans le consensus, nous sommes dans le mbongi. On ne donne pas le pouvoir à celui qui a 51% de voix. Ça ne correspond pas à notre réalité. Le chef n'est pas là pour donner des prébendes ou des choses à ses enfants. Vous voyez, M. Sassou Nguesso. Vous êtes en train de nous dire que les Africains ou les Congolais ne sont pas faits pour vivre la démocratie. La démocratie, il n'existe pas une seule forme de démocratie, M. Perrin. Il existe chaque démocratie doit s'appuyer sur ses racines. Chaque démocratie doit s'appuyer sur son peuple. La démocratie qu'on nous applique aujourd'hui, c'est une démocratie à l'occidentale. D'ailleurs, M. Sassou Nguesso l'a transformée en démocrature. Parce qu'il sait très très bien, M. Sassou Nguesso, que s'il fait un vote légal avec une commission électorale indépendante, je peux vous assurer que monsieur y perd. Pourquoi il perd? Pas parce qu'il Monsieur est... Kovala Tshibinda Oui. Kwangu, on va être un peu pragmatique. Vous Oui. êtes élu président de la République. Ah ben, on vous dans la demande situation actuelle, d'appliquer, oui, c'est un exemple que je prends comme ça, parce que c'est ça ma oui. question. Vous Oui. êtes président de la République, votre programme est basé sur la tribalité, on vous demande de le mettre sur pied, de l'installer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques minutes le schéma? Comment vous allez procéder? Le schéma, il va être simple. Je réunis tous les Congolais en B, là où la colonisation avait commencé avec la rencontre Makoko de Brazza. Je réunis tous les chefs traditionnels. Je réunis la société civile. On se retrouve tous en B pour un pacte national. Et dans ce pacte national, nous allons définir les règles du jeu de la nouvelle République. Une République qui, désormais, va tenir compte des valeurs que je demande, notamment les valeurs du Kimuntu. Donc, dans les valeurs du Kimuntu, le penser à l'autre passe avant penser à soi. Donc, à partir de là, on va mettre en place le fédéralisme au Congo. Chaque groupe ethno-linguistique sera autonome. Le président de la République ne sera plus élu au suffrage universel. Il sera élu par les représentants de chaque clan et par les représentants de la nation. Et pour le choisir, il faudra le choisir à l'unanimité. Et on mettra en place une présidence tournante entre les trois zones ethno-linguistiques. Tous les 15 ans, le pouvoir doit changer de zone ethno-linguistique. Le président de la République ne doit pas appartenir à la même zone ethno-linguistique pendant 15 ans. Voilà. Donc, ça sera un pouvoir tournant. Et donc, on aura répondu à ce moment-là à la question de Noumazalaï. Avec un Nord démographiquement faible, comment un fils du Nord peut arriver au pouvoir? Il arrivera au pouvoir par la présidence tournante et il arrivera au pouvoir par des institutions saines. Et vous verrez que ça va être des institutions fortes puisqu'elles vont apporter l'harmonie à l'intérieur du pays. Il n'y aura plus jamais de putsch militaire avec un tel système. Je mettrai également une armée qui doit être nationale et non une armée comme aujourd'hui avec un haut commandement détenu par une seule zone ethno-linguistique. Il y aura un état-major, on va dire, composé de 3 personnes, un Congo, un Téké et un Gala. Il n'est plus question d'avoir le directeur de la police de la même région, les services secrets de la même région. C'est terminé ça. Donc vous voyez, si jamais j'arrive au pouvoir, on amènera les idées de la tribalité, non pas pour diviser les Congolais, mais pour les réunir et pour permettre que la nation puisse se créer, puisque depuis
1960, nous n'avons pas encore mis en place les rudiments qui peuvent permettre que nous soyons une nation une et indivisible. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui pensent qu'il faut qu'on se sépare, ce qui n'est pas ma vision. Je pense au contraire qu'il faut réorganiser les choses en tenant compte de nos réalités sociologiques pour construire le Congo de demain. Merci, Monsieur Kovala Tshibinda Kwangu. Nous Merci à sommes à la vous. fin de notre émission et je vais vous laisser On donc va conclure. continuer le débat. Cela va compter pour un mot de la fin, mais je vous laisse nous dire quelles seront les grandes valeurs principales qui vont régir cette société. Chez les autres, ils disent tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Quelles seront les grandes valeurs de cette société que vous êtes en train de... Ah, mais les grandes valeurs, elles ont déjà été définies. Kovala Tshibinda ne va pas les redéfinir. Elles existaient déjà dans nos sociétés africaines. Au niveau, par exemple, dans le royaume de Soundiata Keita, il y avait la charte du Mandane qui régissait déjà toutes ces valeurs. Chez nous, les Congos, c'est le Kimuntu, la Mat, qui régissait ces valeurs. Donc, les valeurs que nous apporterons, c'est le respect des lois de la vie que ne respecte pas M. Sassou, qui envoie ces gens dans le pool pour nous détruire. Le respect des parents, des ancêtres, ça encore, vous voyez, ça existe encore aujourd'hui, mais il faut aller plus loin. Le respect des anciens. Vous savez, moi, avec l'éducation que j'ai eue, quand je vois un aîné, c'est toujours un yaya pour moi. Le respect des biens d'autrui. Hein, on prend, il y a 6 personnes là du clan de M. Sassou qui détiennent à eux seuls 5 000 milliards de francs CFA qu'ils ont placés à l'étranger. Ils ne respectent pas les biens du Congo-Brazzaville. Le respect de la parole donnée, ça c'est important dans le Kimuntu. Vous savez, il y a un proverbe qui dit on attache les chiens avec un fil, mais l'homme, on l'attache par la parole. Nous sommes des sociétés liées à la parole, monsieur Christian Perrin. Et donc, voilà les valeurs du Kimuntu que je souhaite apporter à la société congolaise à travers la tribalité, qui est le principe actif qui va unir l'ensemble des tribus existant à l'intérieur du territoire congolais. Merci, monsieur Kovala Tshibinda Kwangu, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste, informaticien et personnalité politique. En tout cas, vous tenez durement et chèrement à la tribalité comme solution pour rassembler, sinon gouverner le Congo. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et l'Afrique, et l'Afrique. Et l'Afrique, merci beaucoup. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Likez et partagez comme d'habitude pour nous permettre évidemment de vulgariser l'information à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore fait, en tout cas, pensez à vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.